Aujourd'hui, l'agenda du webinaire, de quoi qu'on va parler. Premièrement, je veux expliquer un petit peu pourquoi la durabilité, pourquoi les entreprises doivent s'intéresser à cette partie-là de leur chaîne d'approvisionnement. Ensuite, on va parler de concepts de durabilité, les concepts qui sont nombreux, puis aussi souvent méconnus dans le côté de le domaine de la logistique. Meilleures pratiques, une tonne de meilleures pratiques. Je pense qu'il y en a plus qu'une cinquantaine de choses qui peuvent être envisagées entre vos murs, autrement dit, puis même dans le transport, on s'entend. Ensuite, parler de l'audit durable. On fait, nous, une sélection. On est en mesure, autrement dit, d'évaluer où vous en êtes par rapport à la durabilité pour voir où on doit plus travailler avec vous et une conclusion par rapport à tous les points qu'on a vus pour voir les prochaines étapes. Commençons avec le pourquoi la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Dans le fond, juste expliquer un peu le concept. On entend parler beaucoup dans les médias de CO2, augmentation de CO2 constamment, ces choses-là. Puis on se dit, le CO2, ben, nos arbres n'ont besoin. C'est avec ça qu'ils vont chercher leur carbone pour faire l'écorce, faire le bois. Puis l'oxygène ensuite qui est rejeté, c'est ça qui nous sert à respirer, nous, sur la planète. Ça veut dire que le CO2, c'est quand même important. Ou un exemple, dans le Coca-Cola, les bulles qu'on boit, ni plus ni moins, c'est du CO2 dans. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est poison en tant que tel. Par contre, on s'est basé là-dessus. Mondialement, si on regarde, c'est qu'on en produit trop. On en produit 2 fois ce que les arbres sont capables d'en prendre, d'en respirer, eux autres aussi. C'est certain que le but, ce serait d'avoir plus d'arbres. Mais ensuite, on va parler du réchauffement global de ces GES-là. Ces GES-là, ce sont les gaz à effet de serre. On va parler, exemple, le méthane. Pour prendre un exemple, c'est que si l'émission d'1 kilo de méthane équivaut à 28 kilos de CO2, c'est ces gaz-là qui font que, autrement dit, on a plein de gaz à effet de serre qui sont difficiles. Les arbres, eux autres, ils ne prennent pas ce méthane-là. Ça veut dire ça monte dans la couche d'ozone, ainsi de suite. Ou on va parler de d'autres procédés. Le protoxyde, l'exemple d'azote, c'est le gaz hilarant, mais aussi utilisé en anesthésie, ainsi de suite. Bon, on voit que lui, son facteur potentiel de réchauffement est 273 fois plus important que le CO2. On a aussi l'hexafluorure de soufre qu'on voit de moins en moins dans nos frigos, dans nos airs climatisés, les fréons, ces choses-là, qui est quand même très haut. Pour ça que ça a été éliminé. On parle de 25 000 fois. Fluorure d'azote, c'est souvent nos fabricants d'aluminium, de magnésium qui produisent du fluor et ces choses-là, qui est quand même important là, en parlant de 17 000 fois. Et les gaz fluorés, c'est un peu toutes les autres, mais on s'entend que j'en énumère 6 ici, les principaux, mais il y en a une multitude d'autres qui regroupent les GES qu'on voit. C'est certain que le but, c'est d'essayer le plus possible de réduire ceux qui ont des facteurs plus élevés. Vous montrez un petit peu, on va commencer du côté mondial en émissions équivalent CO2, parce que là, on comprend la notion. Les pays qui sont les plus industrialisés, qui produisent le plus de ces émissions-là de GES, on regarde la Chine, puis on voit que c'est pas rose de voir monter en flèche au cours des années, mais il reste que c'est certain qu'on achète beaucoup d'œufs. C'est là qu'on doit se conscientiser, essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen d'acheter, on le dit souvent, plus locaux. Que de ce côté-là, on voit les autres pays, que ce soit les États-Unis, qui a quand même une légère baisse avec le temps. L'Union européenne, la même chose. On les entend parler, qui font beaucoup d'efforts, qui est là. La Russie, la même chose. On voit par contre l'Inde qui semble monter graduellement, mais on peut remarquer où sont les grosses zones là, de problématiques sur la planète. Si on se rapporte tout ça par personne, à ce moment-là, on va voir que le Japon, ils sont beaucoup, beaucoup d'habitants. C'est certain qu'on voit quand même que ça a augmenté, c'est quand même un peu en descente. Les États-Unis aussi, ça descend, ainsi de suite. On voit globalement le World, autrement dit, ça monte constamment. C'est là que ça serait mieux ça descende au total, au global, ce qui n'est pas présentement le cas, même si beaucoup font de beaux efforts. Le secteur de l'énergie est responsable, dans le fond, de 75 des émissions de CO2
les équivalents CO2. Puis à ce moment-là, le secteur de l'énergie, ça va être souvent, même notre secteur électrique, OK, ailleurs, ils ont des usines au charbon, ils ont des centrales nucléaires, ainsi de suite. Nous, on est un peu plus chanceux par rapport à toute notre hydroélectricité qu'on est capable de produire, mais on voit qu'en grosse partie, c'est justement tout le secteur de l'énergie qui fait la majorité, autrement dit, des émissions. Les industries aussi, c'est 21. Puis ensuite, ce qui est des avions, les bateaux, on parle de 14 les transports qui sont quand même présents. Mais on voit que la grosse partie est située par rapport au secteur de l'énergie. Si on se ramène plus vers le Canada, c'est certain qu'on est chanceux aussi d'avoir de très grands poumons là, qui sont nos arbres dans le nord et un peu partout à travers le Canada. C'est quand même un très grand continent, mais malheureusement, c'est qu'il en a brûlé beaucoup cette année. Tu sais, on dit 10 fois plus d'hectares en 2023. Ça aide pas énormément, puis ça occasionne des augmentations de température, puis aussi on voit des inondations qui sont faites. Puis les principales causes, dans le fond, c'est 26 de la concentration moyenne du CO2 qui a augmenté entre 1976 et 2022. C'est quand même une hausse assez substantielle qu'il faut quand même prendre en considération. Si on se rapproche plus au Québec, deux secteurs sont responsables de plus de 63,4. On voit un petit peu, on voit quand même 34 qui proviennent de notre transport routier. C'est tous les véhicules qui circulent. On voit les trafics, le nombre de véhicules. Le secteur industriel qui est aussi responsable à près de 30 pour la combustion industrielle, les procédés industriels, l'utilisation des produits. On voit quand même des gros taux. Secteur de fabrication aussi, il y a eu une augmentation de 4 en consommation énergétique. C'est le côté, autrement dit, on voit bien ici le cycle de vie. On prend de la matière première, on la fabrique, on la transporte, on la distribue, on l'utilise en fin de vie. On a des choix importants à faire. Est-ce qu'on la recycle, on la réutilise, est-ce qu'on la remet ou malheureusement qu'on doit la jeter parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Puis ensuite, ça peut retourner dans la fabrication, faire ce beau cycle-là qui est perpétuel, mais en tentant de réduire les effets. Ce qui arrive aussi présentement, de plus en plus, on va avoir des normes, des exigences à respecter qui sont de plus en plus restreintes. On voit des exigences de réduction de l'empreinte carbone. Nos gouvernements vont mettre des règles aussi. On voit des systèmes qui vont obliger des cotations de carboneutralité, la même chose. On a le projet de loi 29 là, qui est ici au Québec, qui vont regarder, autrement dit, la conception et l'obsolescence des programmés de nos produits. Parce que présentement, on a beaucoup de gens qui produisent qui font des frigères, exemple, qui durent 10 ans, mais malheureusement, les pièces sont moins remplaçables qu'autrefois. Et ensuite de ça, c'est qu'ils ne pourront plus en vendre de ces produits-là. Il faut que ça soit réparable, il faut que ça dure une durée de vie plus raisonnable. Et à ce moment-là, il va y avoir des règles qui vont être attribuées de par cette loi-là. On a aussi le code du bâtiment net zéro. On parle de 2024, c'est minuit moins quart, c'est bientôt, là, c'est l'année prochaine. À ce moment-là, c'est que les nouveaux bâtiments, il y a des nouvelles normes qui s'établissent. Ça va amener des coûts ou des économies. Il faut le prendre aussi, le côté, voir quelle est l'économie qu'on peut tirer en s'enlignant vers ces obligations-là. Puis aussi, les investisseurs, ça va être les banques, les compagnies d'assurance qui vont être obligées aussi de divulguer leurs risques liés au climat. C'est des choses qui sont à nos portes très bientôt. Quelques entreprises québécoises que vous connaissez qui ont opté pour la durabilité. On en voit quelques-unes ici. On pourrait remplir assez bien la map aussi du Québec de nos clients qui font affaire avec nous pour justement améliorer le sort de la planète. À ce moment-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont faites, puis on voit l'importance de s'en occuper. Je vais vous parler des concepts maintenant de durabilité. Les piliers. Les piliers, on va les diviser en trois. Dans le fond, on a la durabilité économique, c'est d'avoir une viabilité à long terme des activités, c'est bien certain, puis être responsable, avoir une gestion responsable de nos ressources financières. C'est certain qu'on veut
travailler pour les 3 prochaines années, les 5 prochaines années ou pour tout le temps, mais à ce moment-là, il faut déjà envisager le futur. Ensuite, c'est le côté environnemental, c'est d'essayer de préserver et restaurer l'équilibre écologique, parce qu'on s'entend, s'il n'y a plus d'air, à un moment donné, ça ne marchera pas, ou, je veux dire, si nos employés tombent constamment malades ou ainsi de suite, c'est d'en prendre en considération. Puis en parlant des employés aussi, c'est la durabilité sociale, c'est d'être certain d'avoir que ça soit équitable, de prendre des produits que c'est des gens qui n'ont pas souffert pour les transformer, les fabriquer, d'avoir une justice aussi, puis de la qualité de vie pour nos employés, puis l'accès qui soit équitable aux ressources et aux opportunités qui nous sont présentées. C'est bien très important de s'occuper de ces trois piliers-là. La dualité entre la gestion et le supply chain, c'est certain pour la durabilité. On va parler de la durabilité des entreprises, c'est l'impact environnemental, la santé, sécurité, les intérêts des parties prenantes, la responsabilité sociale puis la stabilité économique. De l'autre côté, le supply chain, c'est qu'on veut réduire aussi les coûts tout en mettant ces choses-là en place, augmenter aussi l'efficacité des processus, puis l'utilisation de nos actifs, fiabilité des services, optimisation des stocks, ainsi de suite. Dans le fond, il faut aligner les deux pour d'avoir une gestion plus durable de la supply chain, puis tout en gérant les risques associés. Un petit principe, les 3 R, qui est un principe de base dans la chaîne d'approvisionnement que tous connaissent assez bien, de dire qu'il faut réduire déjà à la source, de réutiliser le plus possible, puis quand il n'est plus possible de réutiliser, de recycler. Je vais donner un exemple. Je vois des gens de chez Rona. J'ai été 10 ans chez Rona. J'ai fait les standards variables là-bas, temps et mouvement. Puis si je prends un exemple d'un secteur, le secteur de l'emballage, on s'entend que c'est la prise de petits items qui doivent être mis dans des boîtes. Au début, c'est qu'on achetait des boîtes neuves pour mettre les items dedans. Les gens devaient monter la boîte neuve. Moi, dans les standards variables, j'ai eu à mettre le temps comment ramasser la boîte, la monter, la taper, la retourner, la placer sur le chariot, ainsi de suite, pour ensuite s'apercevoir qu'il y a plein de boîtes dans les allées vides qui traînent ici et là. À ce moment-là, j'ai dit aux employés, regardez, on regarde le standard, je vous laisse le temps de monter des boîtes neuves, mais lorsque vous réutilisez les boîtes qui traînent un peu partout, vous venez de gagner du temps. Le temps de ramasser une boîte déjà faite, on s'entend que c'est bien plus rapide que sortir ta tapeuse puis monter une boîte. Ils ont compris ça assez rapidement et on voit qu'on achetait beaucoup moins de boîtes neuves. Les gens réutilisaient au lieu de mettre 100% des boîtes anciennement étaient mis dans le compacteur pour refaire de la boue, pour refaire des boîtes, pour ainsi de suite. On voit que toute l'énergie qui est consommée à faire du recyclage n'est pas toujours la meilleure des solutions. Tant que la boîte est solide et propre, on peut la réutiliser. C'est intéressant d'aller vers ça. Quelques concepts, autrement dit, qu'on appelle les ESG, c'est le côté environnemental, social et gouvernance. Environnemental, c'est comment une entreprise se comporte envers la planète. À ce moment-là, c'est très important. Le social aussi, comment elle traite ses employés, ses clients, ses fournisseurs, ses communautés locales. Le cœur de tout, c'est certain que c'est le premier, qui est l'environnemental. Ensuite, ça qui est englobé par le social. Et c'est certain qu'ensuite, c'est les décisions qui vont être prises, c'est la gouvernance. Vous voyez aussi à droite 2 exemples de chacun des critères des ESG qui sont là, qui en existe plusieurs autres. La gouvernance, dans le fond, c'est comment l'entreprise est dirigée, y compris en matière d'audit et de droit des actionnaires. À ce moment-là, c'est de communiquer puis de s'assurer de bien englober le tout. Plusieurs certifications durables connues aussi qu'on envoie, qui sont là, que ce soit le ISO 14001 ou le B Corp ou toutes les choses qui est zéro carbone pour des constructions LEED aussi, ainsi de suite. C'est toutes des choses qui sont de plus en plus populaires et qui vont de soi pour améliorer la planète et nos bâtiments.
Et si je vais faire un petit sondage auprès de vous, c'est de savoir un petit peu la durabilité que vous avez dans votre entreprise, à savoir, dans le chat, vous pouvez écrire un chiffre de 1 à 5 pour mentionner, est-ce que présentement c'est pas mal aveugle, il n'y a rien qui se fait chez vous, ou 2, oui, il y a des notes manuscrites qui sont prises, on suit certains indicateurs, ou vous y allez avec Excel, ou vous avez une certaine certification déjà pour s'assurer de bien suivre les choses, ou vous êtes même au niveau avec des KPI, avec des logiciels pour suivre justement vos émissions, les pertes de chaleur, l'énergie consommée, vraiment au top. À ce moment-là, je serais curieux juste de voir les chiffres, puis peut-être, Ariane, tu pourrais me dire un petit peu comment que ça ressort les résultats. Je vous laisse une petite minute pour mettre votre chiffre. On voit du 2, du 3. On voit, je n'ai pas vu de 5, et ainsi de suite. C'est certain, c'est le but ultime à atteindre, mais il reste qu'il faut, ni plus ni moins, commencer par quelque part. Je pense déjà d'être sensibilisé à ces points-là pour déjà commencer à choisir. Puis je vais vous donner une tonne, une cinquantaine d'exemples de bonnes pratiques qui pourraient être mises en place chez vous. Puis déjà, de commencer avec les quick wins, ça peut être intéressant. Puis lorsqu'il y a des gains, c'est aussi très bien. On voit un 3 aussi qui est là. Mais puis je connais des entreprises, oui, qui sont ISO, c'est bien certain, ou qui sont d'autres certifications, mais on voit qu'il y a encore du travail pour aller vers ça. Justement, les meilleures pratiques de durabilité, on va avoir 7 sections avec chacune 8 bonnes pratiques qui peuvent être mises en place. Si je regarde la première, c'est les pratiques responsables qu'on met déjà qu'on connaît, qu'on doit mettre en place, qu'on fait depuis plusieurs années, soit à la maison, mais qu'on peut faire dans nos environnements industriels aussi ou dans nos entrepôts. Déjà, c'est de réduire la quantité de déchets. Le but, c'est un peu ça, d'acheter des produits qui durent, pas des produits jetables, des choses plus résistantes. Oui, des fois, on doit investir un petit peu plus, mais il reste qu'on a des avantages par la suite pour ça. Tout ce qui est l'économie d'énergie, d'eau. On était tout jeunes, puis on se le faisait dire de fermer les lumières, d'arrêter ton eau inutilement, de laisser couler l'eau. Et aussi, c'est le chauffage, fermer la porte, fermer les fenêtres ou quoi que ce soit. C'est un peu d'économiser toute cette énergie-là qui ne donne rien lorsqu'on s'en occupe pas. Tout ce qui est le transport durable, c'est certain d'utiliser le plus possible les transports en commun. Le covoiturage, 2 personnes, ça coûte la moitié du prix du gaz. On se plaint du 2 le litre, mais quand on est 2 personnes, ça revient à 1 le litre. Puis il rentre 5 personnes dans une voiture. C'est certain qu'il y a des efforts à faire. Aussi, il y a le vélo qui consomme absolument rien d'essence puis qui est très bon pour la santé aussi. Ou c'est de réduire, autrement dit, l'utilisation des voitures individuelles. Puis proposer, on a des industries qui maintenant qui ont des services d'autobus, qui fournissent à leurs employés une carte d'autobus pour inciter, pour réduire aussi pas avoir un besoin d'un si grand stationnement alentour de l'usine, mais ça aide des fois justement à rendre les gens moins fatigués dans le trafic, moins stressés en arrivant dès le matin, puis de relaxer dans l'autobus graduellement pour être plus productif au travail. Il y a la gestion des déchets, c'est oui, réduire les emballages à usage unique. Il y a des nouvelles lois qui s'en viennent là-dessus. Il y a beaucoup d'efforts qui vont être mis aussi à ce moment-là. Puis privilégier, dans le fond, les produits en vrac qui sont aussi ou utiliser des contenants qui sont réutilisables. L'alimentation, on entend beaucoup parler, c'est pas nouveau, c'est de réduire notre consommation de viande, c'est bien certain, privilégier les régimes alimentaires qui ont un faible impact sur l'environnement et pourquoi pas notre santé aussi pour vivre mieux, vivre plus longtemps. L'engagement social, tout ce qui est du bénévolat, d'aider, autrement dit, de mousser un peu ces choses-là qu'on peut faire pour la planète. Il y a souvent des compagnies qu'on voit qui vont aller faire du ramassage dans les boisés alentours, puis aller prendre l'air par le fait même, mais c'est toutes des choses qui peuvent aider à nos cours d'eau, autrement dit que les produits, les plastiques, ainsi de suite, ne se désagrègent pas dans notre eau potable. Gestion responsable des ressources.
c'est les pratiques agricoles durables, être aussi plus respectueux à l'environnement. Beaucoup de produits chimiques sont utilisés, des fois vraiment nécessaires ou pas. Tu sais, des fois, on dit, on va parler, je sais pas moi, d'un avocat qu'on n'a même pas besoin d'acheter bio parce qu'on s'entend que tu n'as pas besoin de produits pour le protéger. Il n'y a pas une bébête qui veut le piquer, il est tellement dur, ainsi de suite. Mais nos pommes qui sont arrosées constamment, ainsi de suite, c'est des choses des fois qu'il faut regarder. Pourquoi essayer de favoriser les produits qui sont plus bio. Économie circulaire, c'est certain de la réutilisation. Je pense que c'est le mot-clé dans cette présentation-là, que lorsqu'on peut réutiliser nos choses le plus longtemps possible, c'est idéal au recyclage de produits. Comment rendre votre approvisionnement plus durable? C'est certain aussi, c'est de choisir vos fournisseurs qui sont comme vous, qui veulent être durables. À ce moment-là, c'est par un entraide comme ça vient qu'à stimuler les autres entreprises d'être de plus en plus responsables de ce qu'ils émettent comme déchets, ces choses-là, les sensibiliser. Des fois, lorsqu'on a un choix de fournisseur à prendre, on peut lui poser la question, ça ne coûte rien pour voir qu'est-ce qu'il fait de son côté environnement, puis peut-être qu'on va favoriser à quelques sous près celui qui est le meilleur dans ça, puis le remercier et continuer à faire affaire avec lui plus longtemps. On sait qu'on est tous gagnants. Évaluation des risques, autrement dit de conformité aussi, s'assurer que toute la chaîne d'approvisionnement est conforme aux lois locales et internationales, parce que des fois, il y en a que c'est brassé un petit peu. Gestion des déchets de la pollution, on voit tout le long de la chaîne d'approvisionnement, c'est d'essayer de trouver des façons alternatives pour pas avoir autant de déchets. Utilisation responsable aussi des ressources naturelles, éviter la exploitation des ressources naturelles telles que l'eau, la forêt. On a des gens encore que je vois des systèmes de climatisation à l'eau. C'est l'eau courante qui est prise pour refroidir les systèmes. On s'entend qu'il y a moyen d'aller sur d'autres façons, les forêts, la matière première, et ainsi de suite. Tantôt, on en parlait pour ce qui est aussi du vélo, d'avoir des conditions de travail équitables pour respecter les droits des travailleurs, d'avoir des salaires aussi qui sont équitables, des heures de travail raisonnables, puis l'absence de discrimination par un peu tous les gens qu'on a besoin. On est en pénurie de main-d'œuvre, puis on a besoin de faire attention à eux. C'est important. Toute la transparence et la traçabilité de nos fournisseurs aussi, des fois, certains, on ne sait même pas comment c'est fabriqué, ça vient de la Chine, ainsi de suite, ou d'autres pays. Puis à ce moment-là, on pourrait savoir que c'est dans des conditions minables, autrement dit, puis la salubrité peut-être pas au rendez-vous, puis on est avec des produits, malheureusement, qui ont fait souffrir beaucoup de personnes. Tout ce qui est des innovations, la technologie, c'est certain que de s'en servir, de gérer toutes ces façons de faire-là, lorsqu'on peut intégrer des innovations, ça donne des méthodes de production qui sont plus durables. Je vais vous en donner des beaux exemples aussi dans les prochaines slides. Puis, dans le fond, d'avoir de la collaboration entre chacun des partenaires pour être certain que chacun s'occupe à sa façon de ces approvisionnement-là plus durable. Quand est-ce que vous avez revu l'emballage de vos produits? J'ai eu à travailler, moi, j'étais le spécialiste emballage, j'ai refait tous les emballages chez General Electric, là, qu'on avait à faire, puis c'est tout un domaine, c'est de laisser un peu nos boîtes de carton, essayer d'avoir des emballages qui sont réutilisables. On parle aussi de la réduction des matériaux. On parle juste des bouteilles d'eau, tantôt on le voyait, puis déjà de pouvoir remplir des centaines de fois notre gourde. On vient de faire un pas, puis on peut le fournir ça à nos employés au lieu de fournir des machines distributrices avec des bouteilles d'eau. C'est des choses plutôt de fournir des fontaines d'eau, tu sais, là, puis à ce moment-là, on vient d'améliorer une partie qui est importante. Tous les matériaux recyclables et biodégradables, essayer de les favoriser. C'est certain, quand on peut aussi utiliser de la vraie vaisselle, encore mieux. Emballage réutilisable, il y a plein d'avantages. On peut les construire selon nos besoins, à la grandeur qu'on a. J'ai eu à développer des palettes en plastique, exemple, fait exactement pour l'entreprise. Puis aujourd'hui, 25 ans plus tard, ces palettes-là existent, puis ils sont encore réutilisés et réutilisés. On s'entend qu'on fait des produits qui sont résistants puis qui sont durables. Les emballages qui sont compostables aussi le plus possible, c'est certain que ça nuit moins à l'environnement.
et l'utilisation de matériaux renouvelables. On va parler du bois, du bambou, du carton recyclé, le plastique d'origine végétale et des choses comme ça, au lieu d'utiliser toujours des produits à base de pétrole. À ce moment-là, on a d'autres alternatives aujourd'hui, puis il y a moyen de l'avoir à meilleur coût aussi. Un des gros points aussi, c'est certain, c'est l'éducation des consommateurs. Dans le fond, même nos clients, on peut les renseigner pourquoi nos produits sont meilleurs pour eux, les encourager aussi à recycler correctement, puis à réutiliser des emballages. On voit déjà des pas qui ont été faits, les sacs réutilisables, ainsi de suite, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire avec nos consommateurs. Ce qui en est de l'économie circulaire, c'est aussi tous les emballages durables qui sont souvent conçus pour être intégrés dans une économie, mais les matériaux doivent être recyclés par la suite puis réutilisés plutôt que jetés. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. Élimination responsable, c'est de choisir. C'est certain qu'en fin de vie, des fois, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit aux poubelles. À ce moment-là, ça va dans les décharges. On voit souvent dans les océans, puis des choses d'élimination qui sont inévitables, mais déjà, en tentant de réduire le tout, c'est tout à notre avantage. Avez-vous déjà réalisé un projet d'optimisation de transport? Je vais prendre un exemple ici, le côté que, excusez-moi, euh, prends UPS comme le premier exemple qui utilise un TMS sur un système de transport qui ont fait maison, OK, qui ont adapté. Puis eux, ce qu'ils ont fait dans leur planification, disons que à Toronto, il y a 1000 clients à livrer, disons qu'il y aurait 50 camions qui ont fait à faire la tournée, c'est qu'ils vont faire le chemin pour que le camion tourne toujours à droite, jamais tourner à gauche. Le fait de tourner à droite, si on regarde juste la courbe est beaucoup plus courte quand on tourne à droite que traverser l'autre voie et tourner. Déjà, on réduit la distance. Certaines villes ont les right turns autorisés. On s'entend que ça aide sur le temps aussi. Puis la sécurité, le fait de tourner à droite, c'est plus facile, tu n'as pas à croiser de véhicules, puis tu as une meilleure visibilité, puis tout est au rendez-vous. Eux réussissent à sauver, on parle de 800 000 litres d'essence par année juste par l'option dans le TMS de nos left turn, autrement dit, qu'on voit que c'est énorme. Ils sont 100% gagnants. Puis même nous, si on a 5 clients à les livrer, on peut faire ce trajet-là en tournant à droite. C'est pas juste que dire que Montréal, on peut pas tourner à droite, mais il y a plein d'économies à y faire par rapport à la sécurité et les distances qui sont parcourues. Je trouve que c'est un bel exemple qui montre que des fois, il faut aller en dehors de nos habitudes puis creuser un petit peu. Tout ce qui est aussi le transport ferroviaire et maritime, c'est certain que c'est plus dense, c'est de bien choisir aussi nos produits par rapport à ce qui doit être en avion, qu'est-ce qui doit être en train et ce qui doit être par autre transport et même par vélo certaines fois. Il y a beaucoup de conceptions dans nos villes, les entrepôts aussi. On a des entrepôts que c'est beau avoir des chariots élévateurs électriques. J'ai certains entrepôts qui utilisent des vélos à l'intérieur de l'entrepôt. On s'entend que c'est sans émission, moins de danger aussi. C'est quand même économique, puis c'est bon pour les gens de faire un petit peu d'exercice. Ça veut dire que ça peut être mis en place pour les grands déplacements dans les entrepôts. Gestion de la logistique, tous les systèmes de gestion et de stockage, manipulation. On voit tellement d'entrepôts qu'on veut agrandir par en dedans, mais il y a tellement de produits souvent qui dorment, qui sont là depuis des années, qui ne servent pas, qui s'empoussièrent. Pourquoi qu'on doit agrandir un entrepôt quand, dans le fond, on a juste à faire un ménage, puis plus qu'on le grand, plus qu'on va réussir à la remplir de toute façon. Je pense que les énergies sont souvent à mettre à la base, puis certains logiciels vont nous aider justement à trouver c'est quoi nos produits qui sont obsolètes ou qui sont morts, là, qui ne bougent plus. À ce moment-là, quand ça fait 6 ans que tu n'as pas vendu, 10 ans, 5 ans, c'est peut-être à prendre une décision d'en faire autre chose, peut-être les faire réutiliser par d'autres ou les donner ou s'en départir écologiquement. Utilisation de la technologie, c'est certain qu'avec toutes maintenant les capteurs qui existent, l'intelligence artificielle, qui peuvent surveiller la gestion des transports, et c'est tout ça qui peut aussi aider à protéger l'environnement. On voit même pour les voitures, on s'entend que juste le fait de réparer une voiture va occasionner encore des déchets, va occasionner de la peinture, va occasionner de la pollution, et ainsi de suite. Ça veut dire si on a de plus en plus de technologies, que ce soit sur nos véhicules en entrepôt ou sur nos véhicules sur la route, ça aide à l'environnement aussi.
Transport multimodal, comme je parlais tantôt, c'est de choisir le bon transport selon adapté à ce qu'on a à transporter pour optimiser l'efficacité. Le développement de l'infrastructure, c'est autant, oui, on dit les routes, mais aussi c'est de positionner nos entrepôts, nos commerces pour essayer de rendre ça, autrement dit, le plus fluide possible, puis trouver des artères, autrement dit, qui vont être avantageux pour nos employés pour pouvoir bien circuler et se rendre au travail. Et on fait la promotion du télétravail. Je pense qu'on l'a bien connu là, avec les dernières années, mais qu'il y a quand même de bons avantages. On s'entend que quand la personne n'a pas besoin d'être sur place, on vient de limiter un peu la congestion, le trafic, le risque, le stress, ainsi de suite, et de favoriser le télétravail peut être des bonnes façons de faire pour garder nos beaux employés. Côté efficacité énergétique dans nos opérations, on s'entend aussi, ça coûte de l'énergie, ça coûte très cher chauffer nos entrepôts, ces choses-là. Il y a tout ce qui est isolation qui sont très importantes. C'est certain, nos murs d'entrepôt, les plafonds, des fois, il y a de l'entretien aussi à faire ou remettre aux normes des vieilles entrepôts. Tout ce qui est le transport efficace aussi, encourager le covoiturage, comme je disais. À ce moment-là, on peut donner des bonus aux employés, ceux qui utilisent ces façons de faire-là, ou comme on disait, des passes d'autobus ou de taxi, trouver des systèmes qui vont favoriser ces transports-là. Tout ce qui est les contrôles automatiques, soit on parlait de sensor tantôt, de l'éclairage qui va allumer automatiquement, ou après les heures d'ouverture de l'entrepôt ou de l'usine, c'est de mettre des minuteurs pour fermer ce qui n'est pas nécessaire d'allumer toute la nuit, et ainsi de suite. L'éclairage qui est efficace, on s'entend que les lampes LED, c'est rendu du populaire, tu sais, qu'on voit que on sait tous que c'est moins énergivore. En plus, jumelé avec des détecteurs, c'est vraiment très bon pour réduire la consommation d'électricité. Puis, on a des retours sur investissement par la suite. Ça repaye ces installations-là assez rapidement. Tout ce qui est l'optimisation industrielle, la même chose, c'est d'essayer de minimiser les déplacements, minimiser les efforts, minimiser tous les déplacements d'appareils qui sont soit électriques ou propane pour améliorer toute la chaleur aussi qu'on a que ça crée, tous ces appareils-là. La gestion de l'énergie, c'est de le calculer aussi. On met des efforts, on fait de l'amélioration continue, puis c'est d'aller voir comment nos coûts de chauffage, nos coûts d'énergie fluctuent, comment on s'améliore, puis c'est un bon indicateur pour voir qu'au bout de la ligne, on sauve de l'argent. Éducation, sensibilisation, je pense que c'est aussi le nerf de la guerre, c'est le côté qu'on doit sensibiliser nos employés. Combien de fois je vois des gens dans les entrepôts où il y a un bac de recyclage, les canettes sont mises dans la poubelle, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas de poubelle de recyclage, c'est de mettre, oui, à la disposition des gens ces outils-là, puis leur expliquer la nécessité et l'importance de le faire, qui est comme quoi vous y croyez vous aussi. Réutilisation, recyclage, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Je pense que l'exemple de Ronan en parle aussi. Tant que la boîte est vivante, c'est continuer de la réutiliser. Ça nous donne aussi une multitude de formats de boîtes qu'on peut mieux optimiser au lieu de transporter des boîtes vides. Parce que des fois, tu achètes juste un format ou trois formats de boîtes, mais qui ne sont même pas adaptés aux produits que tu envoies. Quand tu envoies un tournevis, tu ne veux pas le mettre dans une grosse boîte neuve qui est faite. Tu peux l'utiliser vraiment une petite boîte qui traîne, qui attend à être réutilisé. La durabilité aussi, le côté des processus dans la création de nos produits, c'est certain, c'est de choisir des choix de matériaux qui sont durables. Ça, c'est d'éliminer un peu les produits à base de pétrole que je disais. Le bois, c'est renouvelable, c'est vraiment intéressant. Ça peut être utilisé à plusieurs utilités aussi. La réduction des déchets, on voit ici le bac, là, c'est certain que ça s'en va au compactage, qui est le côté de réduire les déchets. Il y a le wrap aussi qui peut être compacté, qui est difficilement réutilisable, lui, dans son cas, mais déjà, il y a des industries qui le transforment. C'est de peut-être récupérer, faire du recyclage du wrap, mais les boîtes, les réutiliser. Je prends un exemple ici, le Big Ass Fan, une fan comme ça, de plus en plus des clients en ont. J'ai été 2 ans chez Hydro-Québec. On a fait des études aussi par rapport à ça pour rendre les choses plus économiques. On s'entend que dans vos entrepôts, lorsqu'on parle de hauteur comme ça, l'hiver, pour avoir un confort de 19 degrés pour les employés, exemple, il faut qu'il fasse 35 degrés au plafond.
On s'entend que la chaleur monte, on fait juste chauffer un plafond, puis si c'est pas tellement bien isolé, on le voit des fois, juste des survols qu'on passe au-dessus des entrepôts, tu sais, que la neige se tient pas, c'est qu'elle fond, tu sais, la chaleur sert à faire fondre la neige en haut, mais avec un big ass fan comme ça, c'est que là, on s'assure qu'il y ait 19 degrés partout. Ce ventilateur-là tourne, exemple, ça y prend une minute de faire le tour. Celui-ci a environ des pannes de 11 pieds. Ça veut dire qu'il y a 22 pieds quand même. C'est immense, mais au moins, c'est un confort. Puis éviter de surchauffer la bâtisse. Et l'été, on peut le faire tourner de l'autre côté aussi pour donner une sensation de frais juste par faire voyager l'air. On installe dans plusieurs entrepôts, puis on voit que c'est bénéfique. Les employés apprécient énormément. Tout ce qui est de transport et emballage, c'est justement l'utilisation de matériaux qui sont le plus légers possible pour dans les camions. On veut optimiser les camions. Quand je dis aussi, il faut trouver la boîte peut-être la plus adéquate qui peut contenir et protéger le produit. On a la durabilité et la longévité. C'est certain que nos bons vieux frigidaires qui existent encore, certains qu'on voit, que ça fait 50 ans qu'ils fonctionnent. On est loin de là avec les nouveaux qui arrivent sur le marché. C'est le côté, mais là, avec le nouveau projet de loi, le 29, ça va ramener un peu les choses en place par rapport à ça. Ça va être que ça dure, prolonger la durée de vie des produits. Innovation technique, autrement dit avancée, c'est aussi, ça assure là, la durabilité. Conception modulaire, c'est justement aussi que les composantes soient démontables, qu'on peut changer des pièces, ainsi de suite. Puis on voit l'exemple ici de la toilette. J'aimerais ça d'en voir, moi, ici au Québec, des toilettes comme ça. Puis par contre, normalement, on a à se laver les mains après. Pourquoi pas l'utiliser un peu, une petite eau savonneuse pour faire le prochain flush? On s'entend que ça serait juste logique selon moi, mais on n'est pas là encore. Mais pourquoi pas le lancer, celui qui fabrique, fabriquons-en, ni plus ni moins. L'autre exemple, c'est des fois, il y a une petite guerre entre les deux, savoir le cycle de vie complet d'un produit. Est-ce qu'il est mieux acheter un sapin naturel ou artificiel? C'est certain, je prends l'exemple Rona, on vend du artificiel. Les études qu'on a faites, c'est ça qui prouvait aussi que c'était mieux, mais le naturel a d'autres avantages. Mais des fois, c'est justement se challenger pour chacun de nos produits. Est-ce qu'on fait des bons choix? C'est pour s'assurer que le cycle de vie, autrement dit, dure, puis c'est vraiment pas fait pour aller à la poubelle immédiatement. Dernier secteur, ça va être les niveaux recyclage. C'est certain, réduction à la source. Tantôt, j'en parlais, le shrink wrap, ça peut être réutilisé. On a des fois pas besoin de faire 20 tours de palette. J'ai des industries, des fois, c'est des râpeuses automatiques. Je compte le nombre de tours, 18 tours, je veux dire, on s'en va pas sur la Lune, là, oui, ça brasse dans les rues, sur les routes, on n'a pas besoin de ça. Il y a des entreprises même qui peuvent vous faire évaluer c'est quoi vraiment, selon votre marché, le nombre de tours nécessaires, mais avec 8 tours, là, souvent, ça fait la job générale, mais c'est de s'ajuster selon le produit que vous avez à transporter. Réutilisation, on en parle, recyclage, la même chose. Le compostage aussi qui est très important. Et d'avoir des boîtes aussi, des collectes sélectives pour inciter les gens, autrement dit, de le mettre dans le bon trou, ni plus ni moins. C'est un peu l'exemple au lieu de tout aller à la poubelle. Puis des programmes de recyclage, on a Cascade, ainsi de suite, qui peuvent aussi récupérer puis nous donnent des dollars à la tonne, autrement dit, pour la réutilisation, le recyclage du carton. Éducation, on a parlé tantôt, on n'en donnera jamais assez. Économie circulaire, c'est juste s'assurer qu'on réutilise, qu'on répare, qu'on remet à neuf les produits au lieu de constamment acheter d'autres produits. Je vais terminer sur l'autre section qui est l'audit durable. C'est que nous, à GCL, on fait ce service-là. Autrement dit, on peut aller chez vous faire une visite. On va aller prendre des datas de vos opérations. Ensuite, nous, on a un questionnaire de 131 questions qu'on a à remplir pour vous faire ce genre de toile d'araignée-là pour voir où vous vous situez. Si je prends l'exemple de ce client-là, lui en rouge, qu'est-ce qui sortait? C'est son emballage durable, ce n'était pas le cas. C'est le côté qui était plus à travailler. Par contre, le point 7, exemple, la gestion des déchets, c'était très bien organisé, minimiser ces choses-là. On est en mesure de situer, autrement dit, où vous en êtes, puis sur quoi qu'on doit s'attaquer pour les prochaines étapes de choses à faire qui sont intéressantes pour vous. Les bénéfices, c'est certain que ça va être de vous situer par rapport aux meilleures pratiques environnementales pour les mettre, les communiquer aussi avec vos employés, réaliser une évaluation complète de votre durabilité dans vos opérations, identifier aussi les économies d'énergie en matière. Il y a des ROI ici derrière ces choses-là. À ce moment-là, c'est important aussi de les choisir. Mobiliser le personnel pour augmenter aussi le taux de rétention parce qu'on a de la difficulté à se trouver de nouveaux employés.
Il y a des subventions aussi qui existent, et je parle de ces deux-là, ici, Fonds Leader ou Investissement Québec. C'est des choses que nous aussi, des fois, on enregistre nos clients dans ces fonds-là pour faire repayer ni plus ni moins l'audit ou des initiatives qui vont être mises en place ultérieurement. En conclusion, c'est d'avoir une meilleure compréhension des écosystèmes, de voir déjà dans ce que vous voyez. Des fois, on est là, ça fait longtemps, on ne voit plus les choses. On sait qu'on doit, oui, on recycle, oui, on fait des choses comme ça, mais il reste, c'est d'essayer de mieux comprendre de par l'audit où ce qu'on en est. Amélioration de la qualité de la prise de décision aussi. Est-ce qu'on prend des bons choix pour notre futur, pour l'environnement ou par rapport aux lois qui s'en viennent? D'autres, on se met toujours à jour, autrement dit, avec les nouveautés, les technologies aussi, pour améliorer l'efficacité de vos processus. On veut réduire des pas, on veut réduire les distances, on veut que les machines aient moins à circuler, les piétons aussi, pas se promener à main vide, les équipements, tant qu'à les utiliser, allons aller-retour avec une charge dessus et non revenir à vide, comme la majorité des entreprises qu'on voit. Se démarquer de vos compétiteurs, dans le fond, c'est en vous démarquant que vous allez être meilleur, que vous allez faire de meilleurs bénéfices, puis être les meilleurs. Rétention des employés aussi. C'est certain que les employés souvent courent plus les entreprises qui sont bien traitées et qui traitent bien la planète. Ça va de soi. Meilleure gestion du risque aussi. On investit, on veut que ça soit rentable. Sur ça, je vais regarder avec Ariane si on a des questions. Puis à ce moment-là aussi, vous pouvez débloquer votre micro si vous voulez pour lever la main et ensuite poser votre question. J'ai une question ici que je vois. Bonjour. Bon, comment la chaîne d'approvisionnement durable con- contribue à la satisfaction du client? C'est certain, je pense, c'est le côté, moi je dis, c'est l'image qu'on en fait. On a des clients, je vais dire, exemple, qui vont produire des produits à usage unique parce qu'on en a encore sur le marché, mais ils vont tenter de sensibiliser des gens, autrement dit, peut-être de d'autres options qui sont possibles aussi d'offrir. Exemple, on dit, oui, les pailles, oui, on a aussi des pailles en carton à ce moment-là, puis favoriser peut-être le prix, on fait des rabais ou certaines choses pour favoriser les produits. Puis à ce moment-là, c'est de communiquer avec le client, puis être en mesure de le rendre de plus en plus satisfait, puis de rendre ça facile pour le client. J'ai d'autres questions. J'ai les chiffres. Hop, ici, M. Sylvain Lavigne. Oui, bonjour. Ben, moi, c'est plus un commentaire, là. Je voulais vous remercier pour la présentation. Moi, je travaille pour Tricentris présentement. On est un organisme de recyclage, là, un des plus importants au Québec. Donc, on voit l'effet, là, le travail qui reste à faire dans l'industrie. On voit la surconsommation. Puis, on voit aussi les effets bénéfiques des efforts qui sont faits au fil des ans, là. Donc, j'encourage tout le monde à améliorer leur pratique d'éco-responsabilité et de développement durable dans leur organisation. Donc, on compte sur vous. Oui, mais merci pour votre bon travail. C'est certain qu'on sait que c'est pas évident de faire tous ces tris-là, de choisir ce qui est le mieux, puis tenter de récupérer le plus possible, là. J'ai Effectivement. une question. Oui. Et j'ai une question ici. Comment fait-on pour répondre au questionnaire de l'audit durable? Ah, pour l'audit durable, à ce moment-là, c'est certain, c'est comme je disais, c'est la visite. On va faire une visite déjà des lieux. Par l'habitude aussi qu'on a, tu sais, j'en fais tellement aussi des entrepôts, c'est facile un peu à voir chacun ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas aussi. Vous communiquez les points de sécurité aussi en passant et vous montrez aussi les choses, des quick wins qui peuvent être faits. Déjà, la visite, c'est un bon indicateur pour nous remplir le questionnaire ensuite. Après, ça va être, oui, avec des datas puis des questions. Des fois, j'ai à remplir le questionnaire puis je dis, ah, ça, je n'ai pas réussi à voir ça. Je recommunique avec le client. Ça, le faites-vous ou comment vous gérez ça? Comme ça, je peux, à ce moment-là, pondérer la question à votre industrie pour être certain qu'on y répond bien puis qu'on a les bonnes données. Autre question?
Si toutefois vous voulez aussi ultérieurement me poser la question, vous avez nos coordonnées ou par le site aussi de GCL. À ce moment-là, ça me fera un plaisir d'y répondre, puis ou vous renseigner sur certains points qu'on a discutés ou quoi que ce soit. Là, vous êtes les bienvenus. D'en profiter, ça nous fera plaisir de vous partager l'expertise de tous.